Bonjour, bienvenue tout le monde au webinaire de la communauté de pratique santé bien-être des hommes sur vieillir au masculin, les effets croisés du genre et de l'âge. Alors, mon nom est Françoise Hull, je suis l'animatrice de la communauté de pratique. C'est une communauté de pratique qui regroupe les répondants santé bien-être des hommes, des CIS et des CIUS. L'activité est également offerte aux formateurs de la formation intervenant auprès des hommes et aussi aux collaborateurs intéressés par le sujet. Aujourd'hui, on a la chance d'avoir Mme Carpentier comme conférencière. Mme Michèle Carpentier est professeure associée à l'École de travail social à l'UQAM. Elle est également titulaire de la chaire de recherche sur le vieillissement et la diversité citoyenne et vice-présidente du réseau d'études internationales sur l'âge, la citoyenneté et l'intégration socio-économique. Ce midi, ben, en tout cas, bref, à 11 heures aujourd'hui, on va faire un webinaire avec une formule d'environ 40 minutes de présentation suivie d'une période de questions, d'échanges. Pour ce qui est des répondants santé bien-être des hommes, je vous rappelle que vous êtes invités à un petit moment d'échange entre pairs de midi à midi et demi. Alors, sans plus tarder, je laisse la parole à notre conférencière. Bonjour, bonjour, est-ce que vous m'entendez bien? Oui, bon, parfait. Alors, ça me fait plaisir d'être avec vous pour un petit moment, bien que je n'aime pas beaucoup les formules webinaires, mais c'est toujours la meilleure façon de se rejoindre pour échanger. Alors, je voudrais remercier le comité qui m'a invité à partager quelques résultats de recherche puis à échanger avec vous, particulièrement Françoise, là, avec qui j'ai eu quelques échanges. Alors, je le fais d'autant plus avec plaisir que je suis maintenant retraitée. Alors, tous les statuts là, sont un peu au passé, mais je suis quand même professeure associée. Donc, je suis tout à fait libre de mon agenda. Je suis une heureuse retraitée qui peut gérer son temps. Alors, c'est vraiment un plaisir pour moi de partager les résultats de 2 recherches. Puis peut-être que je n'ai pas suffisamment diffusé. Alors, je le fais d'autant plus avec plaisir que je suis dégagée de toute responsabilité maintenant, puis j'ai eu le temps de revisiter ces résultats-là. Alors, je mets donc en dialogue 2 recherches, une sur les hommes de 65 ans et plus et leur rapport au vieillissement, tout particulièrement, et une autre parce que je voulais parler aussi d'une réalité particulière, ou en tout cas qui est vécue particulièrement de façon difficile par certains hommes, c'est le fait de vieillir seul. Alors, je mets aussi en dialogue une deuxième étude, Vieillir et vivre seul, qui voulait comprendre là, les expériences du vieillir en solo. Et je mettrai surtout, évidemment, l'emphase sur les réalités des hommes qu'on a rencontrés dans le cadre de cette étude-là. Quelques mots, qu'est-ce que je vais faire avec vous? Ben, écoutez, après avoir discuté avec Françoise, bon, brièvement, je vais me présenter, vous dire d'où je parle, c'est quoi mes a priori, un peu mon parcours, brièvement, bien sûr, pour après ça faire une première partie dans le cadre duquel je vais vous donner quelques faits saillants, ou ce qui me semblait être les faits saillants des expériences des hommes dans le rapport au vieillissement. Donc, tout particulièrement la question d'une identité qui, en quelque sorte, se voit menacée, et aussi la façon dont les hommes composent avec ces menaces-là, qui tend à passer par une masculinité qui veulent performer et négocier. Vous allez voir comment ça se traduit dans leur discours. Et enfin, l'autre étude où je vais parler des vulnérabilités particulières des hommes âgés face au vieillir en solo. Enfin, une autre partie, puisqu'on voulait aussi échanger, et je savais qu'il y avait des gens issus du réseau et qui pratiquent à l'intérieur des CIUS et des CIS, ben, discuter autour de ces constats-là que je vais vous apporter pour voir en quoi ça peut orienter ou alimenter nos réflexions pour des meilleures pratiques et éventuellement peut-être des meilleures politiques sociales pour rejoindre ces hommes vieillissants nombreux, mais quand même assez invisibles à la fois dans la recherche puis l'intervention. Puis si le temps permet, ben, on pourra finir par un échange en disant est-ce que vieillirons-nous comme eux, nous qui se prétendons d'une autre génération. Ben moi, là, je suis pas mal plus du côté des vieilles, comme j'ai 64 ans, mais en fait, on pourrait se demander si les choses changent, évoluent et qu'est-ce qui sera notre réalité à nous. Donc, d'où je parle?
Alors, pour situer mon propos, je vous dirais d'entrée de jeu que c'est parce que je suis, comme on l'a fait en introduction, c'est parce que je suis professeur-chercheur en gérontologie sociale qu'on m'a invitée et parce que à travers mon parcours de recherche, d'enseignement, d'intervention, je me suis intéressée particulièrement à la question du croisement du genre avec l'âge. Bon, on dit de moi que je suis une des pionnières, puis peut-être un peu une experte des femmes et du vieillissement. Et c'est par cet angle-là que j'ai commencé à m'intéresser aux hommes, parce que quand je diffusais mes recherches, souvent dans les entretiens ou dans les présentations, les gens me disaient, mais quand allez-vous vous intéresser aux hommes? Alors donc, c'est important de vous dire que c'est à titre donc de professeur-chercheur qui s'intéresse à la diversité citoyenne en vieillissant que je suis arrivée à l'angle des hommes âgés, mais vous dire aussi que je suis une vieille intervenante sociale, organisatrice communautaire qui a travaillé à l'intérieur du réseau. Alors, je ne suis pas étrangère à votre réalité. J'ai même été dans une autre vie organisatrice communautaire à la défunte DSP, Direction de santé publique. C'est comme ça. Donc, j'ai une pratique qui est quand même proche de la réalité. Puis ça aussi, ça teinte ma façon d'aborder la recherche et l'intervention avec les hommes. J'ai même piloté à un moment donné, quand j'étais jeune, à 23 ans, un comité sur les hommes et le vieillissement parce qu'on se disait, mais comment rejoindre dans les associations puis dans nos pratiques les hommes? Alors, si le temps permet, je vous dirai un peu quels ont été le développement de ce comité-là qui était fait avec des hommes âgés puis qu'on a mis en place certaines pratiques. Alors donc, ma conception du vieillissement, donc vous comprenez que je suis plus issue du monde de la gérontologie que de celui des études de genre. Et je vous dirais que pour moi, le vieillissement, c'est un processus dynamique. Alors, on ne dit pas souvent ça quand on parle du vieillissement, mais maintenant, le vieillissement de 65 à 95, 100 ans, ben, on couvre 35 ans de vie des gens. Donc, c'est un processus assez dynamique, multidimensionnel, dont on peut faire l'étude à travers multiples prismes historiques, politiques, sociales, au niveau aussi de la sexologie. On peut l'étudier sous l'angle de l'éducation. Bref, dans la chaire de recherche que j'ai pilotée, il y avait des chercheurs dans moult domaines, droit, aussi bien sûr, administration, tout ça. Donc, on peut le regarder sous différents angles. Moi, mon angle pour étudier le vieillissement, c'est vraiment une grille de lecture sociale critique par rapport à nos façons de concevoir traditionnellement le vieillissement. Donc, je dirais que j'ai une lecture sociale, critique, féministe et intersectionnelle parce que pour moi, le genre conditionne fortement le rapport au vieillissement, mais les inégalités vécues se croisent avec multiples autres inégalités qui sont liées soit au contexte de vie socio-économique, à l'éducation des gens, au parcours migratoire et à multiples contextes de vie d'avoir ou pas des enfants. Donc, vous voyez comment le vieillissement est imbriqué dans multiples facteurs. Alors, évidemment, en faisant des présentations, on est obligé de faire des raccourcis. Vous me donnez, bon, une demi-heure, trois quarts d'heure pour aborder un thème très large. Donc, je dois faire quelques raccourcis, mais je veux vraiment que vous sachiez que pour moi, c'est important de prendre en compte l'entièreté des inégalités ou des conditionnements sociaux quand je parle des gens que j'ai rencontrés en entrevue. C'est d'abord comme chercheuse que je vous parle aujourd'hui. Donc, ce que je vais vous présenter, c'est le point de vue des individus. Parce que vu que j'aborde une approche plus féministe du vieillissement, ben pour moi, c'est important de prendre le point de vue des principaux concernés. Puis ici, ça va être les hommes de 65 ans et plus que j'ai rencontrés dans mes entrevues. Et je parle d'entrevues qualitatives. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que la parole est donnée à ces personnes-là pour nous dire, pour nous parler d'eux, de leur présentation, de leur représentation d'eux, qu'est-ce que c'est que le vieillissement pour eux, comment ils voient le rapport aux autres, à leurs enfants, aux femmes, à la société en avançant en âge. Pour moi, c'est très important d'aller là pour comprendre leur réalité. Et vous allez voir aussi que je vais donner place à leurs propos dans ma présentation.
On m'a dit de pas trop m'étendre sur les dimensions plus méthodologiques de recherche, mais c'est important de vous dire que dans toutes les recherches que j'ai menées, on a toujours assuré un échantillonnage diversifié. Évidemment, puisque je vous ai dit qu'il y a multiples conditionnements sociaux qui influencent le vieillissement. Et ici, je vais vous parler surtout d'hommes âgés de 65 à 92 ans où les analyses vont prendre en compte leur réalité de genre, mais aussi ces hommes-là avaient des statuts matrimoniaux différents. Certains étaient veufs, séparés, d'autres célibataires, avec, sans enfants, de scolarité différentes, avec des conditions socio-économiques variées, certains avec des parcours migratoires et plusieurs avant ayant des problèmes de santé, surtout plus ils étaient âgés, souvent plus ils sont nombreux. Mais ce n'était pas là l'objet principal de nos entrevues, c'est eux qui choisissaient d'en parler ou pas. Alors, à la lumière de ces approches-là, pour réfléchir à l'expérience du vieillissement des hommes âgés, je vous propose de prendre en compte donc leurs paroles et le fait que pour eux, le vieillissement signifie vraiment d'une certaine façon une menace à leur identité, une menace qui passe surtout par deux phénomènes, par leur rapport au travail. Donc, leur expérience du vieillissement est fortement teintée par comment ils interprètent la perte, entre guillemets, du travail rémunéré, mais aussi, donc pas seulement le rapport au travail, mais aussi le rapport au corps. Le rapport au corps qui faiblit, le corps qui inévitablement a des pertes et tout ça. Et là-dessus, je peux vous dire qu'il s'agit là de deux éléments qui distinguent tout à fait l'expérience des hommes de celle des femmes, parce que ce n'est pas la centralité de leur discours à elles. Donc, ça va pour le rythme, le ton, vous me comprenez bien. Si parfois il y a des éléments que j'amène qui ne sont pas clairs ou qui sont un langage, soyez bien à l'aise de m'arrêter. Je suis une vieille prof de l'UQAM, hein. Je suis habituée qu'on m'arrête. Ça me débalance pas, ça me désorganise pas. Alors, si des fois il y a quelque chose qui vous agace ou un élément qui n'a pas été précisé, ben allez-y, Françoise, tu m'aideras à nommer ou à donner la parole aux gens ou à m'arrêter, ça ne m'insulte pas du tout, du tout. Alors, c'est pour vous que je veux partager ces résultats-là, fait que je les veux au plus près, au plus clair de ce qui pourrait vous intéresser. Donc, je parle ici d'une identité menacée surtout à cause du rapport au monde du travail qu'entretiennent ces hommes-là de toutes les générations. Au début de l'entrevue, comme on l'a toujours fait dans nos entrevues avec des personnes âgées puis des femmes, avec une approche de plus de standpoint théorie, on demande aux gens au début de l'entrevue dire parlez-moi un peu de vous. J'aimerais ça que vous vous présentiez. C'est une façon pour nous de ne pas nommer, tu sais, vous êtes ci ou vous êtes ça. Donc, tout simplement, pour commencer, pouvez-vous me parler un peu de vous? C'est important aussi de vous dire que dans les entrevues, autant quand on a fait des entrevues, par exemple, avec des femmes aînées immigrantes, on recrutait des étudiantes en travail social ou en sociaux qui étaient originaires de la même communauté, surtout des femmes, pour être au plus près puis mettre à l'aise les femmes pour parler. De la même façon, dans les entrevues qu'on a fait avec les hommes aînés dans le cadre de l'étude sur le rapport au vieillissement, c'est Jonathan, qui est un étudiant en sociaux au DOC, qui faisait les entrevues, qui était aussi un gars simple, facile d'approche et qui avait cette... Donc, on s'assurait ainsi d'être au plus près, ou en tout cas peut-être que ça a eu des biais, on pourra en parler ensemble, mais permettre aux hommes d'être le plus à l'aise possible dans leur façon de s'exprimer. Donc, on demandait, parlez-nous de vous. Et là, c'est intéressant parce que la très, très grande majorité des hommes rencontrés de tous les milieux socio-économiques, tout ça un peu mécaniquement, nous disaient les indicateurs clés. Nom, âge, emploi. Ce que ne faisaient pas les femmes. Très peu, en nous parlant d'eux, ont mis à l'avant-scène, par exemple, une épreuve de leur vie. Certains ont dit, ben moi j'ai perdu un enfant, un divorce, une séparation. Très, très, très majoritairement, même je dirais tous, ont mobilisé
leur emploi rémunéré dans la façon de parler d'eux dès le début et ça traverse toutes les entrevues. Écoutez, c'est tellement fort la centralité du travail qu'on parle même d'une identité par le travail et même une éthique de soi qui passe par le travail. Et je vous ai mis 2 extraits juste pour un peu illustrer comment il le mettait en mots. Je te dirais que le travail, parce que c'était au centre de ma vie, je veux dire très important, le travail nous anime. Le matin, tu te lèves, tu as ça à faire, tu as un rôle à jouer. Alors, je ne peux pas le dire plus clairement. Un autre disait, je me suis d'abord définie comme le nom de son métier, c'est un enseignant. En droit d'ailleurs, et forcément, ça a un impact sur comment tu te sens quand tu ne l'es plus. Pour toi, c'est ton travail qui te définit. C'est épouvantable. C'est un deuil. C'est une mort finalement. J'exprime ça comme le sentiment d'inutilité, la déprime un peu, mais c'est difficile. C'est vraiment difficile de se définir autrement. Alors, vous voyez comment c'est central et important et même souffrant pour les hommes. Et ça, je veux le nommer parce que c'est quelque chose de particulier. Puis je me souviens qu'Anne-Marie Guimard, il y a longtemps, qui est une sommité dans le vieillissement, elle avait écrit un ouvrage, La retraite, une mort sociale, que j'ai beaucoup remis en question parce que mes résultats, puis ce qu'on voyait maintenant dans nos recherches, étaient beaucoup plus nuancés que ça. Puis là, la retraite, une mort sociale, et j'ai été étonnée de retrouver ça dans le propos des hommes qu'on a rencontrés dans cette étude. Les propos des hommes aussi montrent très clairement à quel point le vieillissement est difficile pour eux ou constitue une menace dans la mesure où ils constatent la réalité d'un corps affaibli, mais un corps aussi moins séduisant et même un corps en déclin. Et là, c'est pas moi qui le dis, c'est même eux. Ils parlent du déclin des capacités, tout le physique. C'est ça essentiellement vieillir. Hein? Et vous allez voir que dans leurs propos, ils vont dire que c'est chiant, c'est vraiment chiant de vieillir. Et il y en a qui parlent même, tu sais, quand ils se font checker, là, le vieux char, qu'on check les morceaux. Alors, vous voyez les mots, les paroles, vous voyez aussi qu'on a rencontré des hommes de différents milieux socio-économiques. D'autres vont le dire autrement, dans d'autres mots, mais c'est ça que ça illustre. Et ce rapport-là au corps amène plein de stratégies, c'est-à-dire que les hommes vont avoir tendance, ce qu'on a vu un peu aussi chez les femmes, mais à distinguer l'âge plutôt psychologique puis l'âge physiologique. C'est-à-dire que ben, dans ma tête, je suis jeune, je ne suis pas un vieux, mais mon corps, lui, décline. Donc, une façon de distinguer les choses, tout ça. Peut-être ce que j'aimerais vous dire qui est particulier dans le rapport au vieillissement chez les hommes, dans les propos qu'ils tiennent, c'est que, contrairement, parce que là, je peux vraiment faire des différences aux femmes qui nous ont semblé plus accepter le vieillissement ou encore plus contester les représentations sociales de l'image du corps, nous dire, regarde, je suis un peu ronde, mais je ne fais pas grand-chose pour que ça change. Là, écoutez, arrêtez-moi ça, les vieux et vieilles, moi, je suis en vie. Il y avait comme une acceptation, un désir d'un peu contester les stigmates de l'âge chez les femmes qu'on n'a pas senti chez les hommes. En fait, le poids de ces stigmates-là de l'âge, du corps, semble particulièrement souffrant chez les hommes âgés. Ceci m'amène donc à dire que, à travers ces résultats-là, face au deuil du corps et aussi au deuil du travail, les hommes en viennent à mettre de l'avant une masculinité performée et négociée. En fait, nos analyses montrent qu'ils vont mettre en scène, parce que les gens ne sont pas passifs face aux choses qu'ils vivent et qu'ils expérimentent, pardon. En fait, ils vont mettre en place des astuces qu'on peut appeler des astuces identitaires, c'est-à-dire, il y a 3 principales stratégies qu'ils vont adopter les hommes, que je vais vous illustrer brièvement. Ils mettent de l'avant des performances qu'ils font au passé et aussi actuelles.
ils vont avoir tendance à atténuer leurs faiblesses en se comparant maintenant à d'autres, un peu plus maganés ou moins en forme. Ils vont aussi, donc, à cet égard-là, déplacer les repères normatifs pour se comparer. Et aussi, ils vont réinvestir des activités qui, pour eux, font sens et se situent dans la continuité des personnes qu'ils ont été, de leur parcours de vie. Alors, comment ça se traduit? Ben, je dirais d'abord qu'ils performent une masculinité ou qu'ils la négocient à travers la mise en évidence de certaines performances. Et ça, bon, ils vont se comparer, comme j'ai dit. Ce que nos résultats révèlent à cet égard-là, c'est à quel point les hommes veulent entretenir une image d'eux-mêmes qui correspond encore à la vision traditionnelle et culturelle des hommes performants, responsables, et ils le font en mettant en scène leurs performances sportives, des preuves encore qui sont assez fortes. Et l'autre fois, j'étais allée au chalet, j'ai levé telle affaire, j'ai levé tant de bûches, j'ai cordé de... Tu sais, ils sentent le besoin de mettre ça en scène, même mettre de l'avant leur performance sexuelle. Et j'ai mis quelques extraits pour illustrer, tu sais. Entre autres, vous voyez ce premier extrait où il y a un homme qui dit et puis il me demandait mon âge, mon poids, puis à un moment donné, la lumière rouge s'allumait, puis là, il se met à rire, il me dit hey, ralentis, tu sais, compte tenu de ton âge, puis tout ça, je devrais pas forcer, mais tu sais, je veux dire, alors j'ai triché. Je mettais 15 ans de moins. Tu sais, vous voyez un peu le ton, l'approche, le travail, la responsabilité que je prenais. J'étais un gars, là, je suis un gars. J'étais dans le travail responsable et fiable. Alors, et aussi celui qui nous a parlé de sa petite masseuse qui va voir et dit, tu sais, bon, elle accepte, puis ça va bien, bon, tout ça, je ne la marierai pas. Mais au moins, ma tuyauterie, elle se débrouille. Il y a même un monsieur de plus de 80 ans qui se définissait comme hétérosexuel, qui a dit, par exemple, qu'il fréquentait même les saunas pour homosexuels pour se garder en forme puis avoir des pratiques. Alors, des pratiques sexuelles parce qu'il était seul, il n'y avait pas de compagne, tout ça. Alors, c'est pour vous dire que la mise en scène de leur performance, c'est quelque chose qui est important dans leur discours, puis à travers laquelle ils cherchent à montrer qu'ils sont encore des hommes, puis de se distinguer, se distancer de l'étiquette d'homme vieux, ça c'est sûr. Fait que c'est pour ça qu'ils vont avoir tendance comme stratégie à atténuer leurs pertes, se comparer, puis déplacer les repères normatifs. Et là, il y en a un, le Madame deuxième. Carpentier, peut-être juste, Oui, il y avait une question en clavardage, je me permets de vous interrompre parce que vous bien m'avez sûr. dit que c'était correct. Il y a Mme Hull qui demandait s'il y avait des hommes agriculteurs dans votre échantillon. Euh, on a vu surtout des hommes en milieu urbain, montréalais, semi-urbain, mais il y en avait quelques-uns, mais pas suffisamment pour que je puisse les retirer et faire une analyse spécifique à eux. Alors ça, c'est le propre quand on fait des recherches exploratoires où on a des échantillons diversifiés, ça nous permet, ce que je vous présente comme résultat, c'est ce qui se distingue, ce qui est des faits saillants, mais je n'ai pas assez d'échantillons dans notre langage ou de données pour me permettre de dire, ben, les hommes de milieu plus, tu sais, par exemple, qui ont eu des professions libérales ou les hommes qui ont eu un parcours de col bleu par rapport à eux. Mais oui, il y en avait. Mais je ne peux pas vous parler spécifiquement de leur réalité. Tout ça devient des angles futurs de recherche, très certainement. D'accord? Alors, dans les stratégies, puis je vois que le temps file vite, mais je voulais vous montrer qu'ils se comparent, puis tout ça. Et là, je prends le dernier. Quand je prends ma douche, puis je me regarde dans le miroir, c'est pas Jojo. C'est sûr, quand les gens me regardent et puis ils me disent, t'as 85 ans, vraiment, ça fait plaisir. Tu te dis que tu n'es pas aussi décanté que certains que tu connais qui ont cet âge-là, puis quelque chose comme ça. Alors, vous le connaissez, ce discours-là, vaut mieux trouver moins bien nanti ou plus amoché que soi, mais c'est très fort, le discours, il est très clair. L'autre stratégie, et celle-là, elle est très importante, c'est que dans la réaction
à ce qui pourrait être vu comme des pertes du vieillissement, ou en tout cas, c'est comme ça que les hommes le nomment, en continuité avec leur parcours de vie. Ceux-ci s'investissent et valorisent un vieillir en restant actifs, en restant quand même assez performants socialement, et ça passe à la fois dans la sphère privée et publique, ça passe par des engagements bénévoles, des engagements sociaux, mais aussi des engagements dans la sphère privée. Plusieurs vont parler de l'aide qu'ils donnent à leur fille ou à leur fils, et aussi, bien sûr, dans ce qu'on a parlé de plus en plus, la grand-parentalité investie. Ce que je veux montrer, c'est que, ce que je veux vous dire, c'est que ces engagements-là, puis cet investissement-là des hommes s'inscrit beaucoup dans un discours dominant qu'on appelle dans notre langage à nous le discours du bien vieillir. Bien sûr, je suis la première à dire tant mieux si les hommes trouvent une place, s'investissent, même chose pour les hommes, puis tout ça. Mais ce qui est important de comprendre, c'est que ce réinvestissement-là ou cette façon-là de se redéfinir en avançant en âge et de se trouver une place et un rôle social s'inscrit très, très fortement, évidemment, dans leur parcours de vie et de travail. Comme un dit, je fais du bénévolat 25 heures quand même. Administrateur dans une caisse populaire. Alors, c'est un homme qui a travaillé dans ce milieu-là. Il dit d'ailleurs, j'ai été 12-13 ans à une église, je me suis toujours fait bénévole, ça continue. Ce bénévolat, donc, s'inscrit avec qu'est-ce qu'ils ont fait comme travail, tout ça, répond aussi à un besoin d'utilité sociale. Mais comme je vous disais, il s'inscrit aussi dans une norme de performance sociale puis de bien vieillir qui a bien sûr des effets positifs dans l'exercice d'activités qui sont positives et qui donnent du sens à leur vie, mais qui ont aussi des effets négatifs parce qu'il y a quelque chose de culpabilisant où il y a une certaine responsabilisation pour ceux qui ne peuvent pas se conformer à cette norme-là du bien vieillir. Vous me suivez? C'est comme si toute notre vie, il faut qu'on performe, qu'on soit des bons parents, travailleurs, tout ça. Et en plus, rendu âgé, en vieillissant, ben là, en plus, il faut qu'on soit utile, qu'on donne du temps, qu'on soit bénévole, qu'on ne soit pas malade. Donc, le bien vieillir a quelque chose d'effet négatif dans la mesure où il sous-entend qu'il y a un mal vieillir puis qu'on est un peu responsable de ça. Alors, c'est un discours social qui s'inscrit dans le courant dominant, très performant de nos sociétés. En bref, qu'est-ce que je veux que vous repreniez de cette première étude-là? Je veux que comme moi, je ne sais pas si vous êtes aussi surpris que moi, mais nous, on a été très surpris par les résultats de cette recherche-là. Dans la mesure où on est actuellement dans une mouvance sociale importante, où il y a une évolution des rapports de sexe, une remise en question des normes de genre, on a été très surpris de voir à quel point la prégnance des normes traditionnelles de genre, était présente dans le discours et dans l'expérience du vieillissement. Là, un gars, c'est un gars. Et ce, même chez les jeunes vieux, là, ceux qui ont 65, 74 ans. On pensait le retrouver plus chez les plus âgés, 75 ans et plus. Et non. Bon, cela étant dit, c'est pas mur à mur. On a quand même vu qu'il y a des ouvertures timides vers des nouveaux modèles, des nouvelles façons d'être un homme âgé aujourd'hui en 2024. Bien, l'étude était avant la pandémie, par exemple, mais c'est timide. Et c'est souvent des limitations ou des épreuves que vivent les hommes qui les amènent à être un petit peu plus critiques ou se distancer de ça, mais très timidement. Et aussi, c'est beaucoup par l'émulation avec les jeunes générations. Qu'est-ce que je veux dire par là? Les hommes, par exemple, qui ont un fils homosexuel ou qui ont un petit-fils qui l'est ou qui devient queer ou qui sont comment je pourrais dire, mis en contact avec d'autres réalités, expériences autour d'eux dans leur bénévolat, ben, commencent à se montrer un peu plus ouverts. Mais c'est timide. L'autre constat, ben, c'est la référence puissante. Hein? Il y a chez les hommes de 65 à 92 ans rencontrés là, une référence encore puissante à ce qu'on appelle la masculinité hégémonique, là, à partir de laquelle les hommes s'évaluent
et ont d'ailleurs surtout été évalués tout au long de leur vie, c'est-à-dire cette injonction à être des personnes performantes, affirmées, pourvoyeurs actifs, avec, il faut le dire, une affection réfrénée. On a eu accès à des expériences plus émotionnelles du vieillissement, puis tout ça, plus quand ils nous ont parlé de leurs petits-enfants. Même si parfois c'était, là encore, pour nous repasser un discours de performance: «Hey, mon petit-fils, beau bonhomme, bouclé, hey, les filles vont tomber». Fait que là, on retombait dans le discours, mais quand même dans quelque chose de très émotif, surtout quand le rapport à leurs enfants faisait en sorte qu'ils avaient des freins d'accès, parce que plusieurs hommes, par les histoires de famille et tout ça, sont aussi coupés de leurs petits-enfants, et là, on voit que ça vient les chercher et c'est quelque chose de souffrant chez les hommes. On pourra en parler si vous voulez, mais c'est important dans leur expérience. Mais nous, on y a touché un petit peu par leurs propos. Une autre chose qui est assez évidente, c'est à quel point le deuil du travail et du jeune corps est difficile et non résolu pour les hommes qu'on a rencontrés. Ben, pour eux, le vieillissement, c'est la retraite et surtout un corps qui est affaibli. Et encore une fois, ici, on est beaucoup dans le discours du bien vieillir, un vieillir en restant actif, utile, performant. Et là, ça renvoie beaucoup à une certaine image traditionnelle de l'homme. Donc, il s'associe beaucoup à ce discours-là. Et ce qui est surtout étonnant, ce qu'on n'a pas vu, c'est ce que j'essayais de vous montrer, qu'on n'a pas eu vraiment accès à un discours qui vient contester les comportements agistes et sexistes. Il n'y a pas de contestation sociale, politique, peu. Très, très peu. On avait un homme plus politisé, mais très peu dans leur discours sur l'expérience du vieillissement. Ça va pour le rythme. Je vérifie avec vous. Je vais prendre quelques minutes pour parler de l'autre étude. Fait que là, je vous ai parlé des certains constats principaux qui émanent, il y en a bien d'autres. J'ai donné à Françoise et aux gens du comité quelques références de textes qu'on a publiés qui vont amener des analyses plus fines là, que ce que j'ai présenté sur les hommes et le vieillissement et la prégnance des normes de genre chez les hommes âgés. Mais je vais vous parler d'une autre étude, celle sur le vieillir et vivre seul, qui est quand même assez récente. Quelques mots sur cette étude-là. Tu peux fermer la fenêtre si tu veux, François. Je vais dire quelques mots avant d'aborder les vulnérabilités des hommes face au vieillissement. Ce que je veux vous dire, c'est que cette étude-là est une étude qui a été menée auprès de plus de 42 personnes âgées qui habitent en solo, donc qui vivent seules et qui ont différentes réalités et expériences. On a vu 56%. Ce que je veux vous dire, c'est que chez les personnes qui avancent en âge, bon, le fait de vivre seul, ça concerne au moins le tiers des personnes âgées, et chez les 85 ans et plus, c'est près de 60% des femmes et 30% des hommes qui habitent seuls. Ce n'est pas une réalité marginale, mais c'est une réalité qu'on présente presque toujours comme étant une réalité triste, tragique, comme si on abandonnait nos personnes seules, tout alors que c'est une réalité contemporaine qu'on voit d'ailleurs beaucoup chez les jeunes. Il y a plus de jeunes qui vivent en solo, mais c'est un peu la même chose avec les séparations, les deuils, tout ça, plein de phénomènes sociaux. L'éloignement des familles, il y a plus de gens qui vivent seuls. Donc, on a abordé cette étude-là en faisant une distinction très grande, avec la même approche, où c'est les gens qu'on demandait de parler de leur expérience du vieillir en solo, et en essayant de distinguer trois choses que souvent on amalgame. L'habitat en solo, hein, l'expérience résidentielle, l'organisation dans les services, dans le quotidien, l'organisation de la bouffe, bon, tout ça. Donc, l'habiter seul, celui d'être seul, ce qu'on appelle plus l'isolement social, donc la réalité objective. Ces personnes-là qui vivent seules, sont-elles isolées? Ont-elles un réseau social présent, diffus, utile, tout ça? Donc, ce qu'on appelle l'être seul. Donc, il y a l'habiter seul, l'être seul
Et l'autre dimension, c'est le se sentir seul. L'expérience plus subjective, c'est-à-dire la manière d'éprouver ou d'interpréter le fait d'être seul. Alors, là-dessus, un peu rapidement, mais je veux mettre en exergue de nos échanges les réalités particulières des hommes seuls qu'on a rencontrés. Oui, tu peux remettre, s'il vous plaît, le, le PowerPoint, Françoise? Oui, ben c'est vous qui aviez fait le partage tout à l'heure, fait que est-ce que vous voulez le refaire Ah, il où faut que je vous étiez refasse le rendu? partage. Attends, Ouais, c'est ça. comment je fais ça? Attends, partager. Je reviens à mon PowerPoint. Recherche sur mon ordinateur. Et voilà. Alors, je suis une vieille prof qui travaillait surtout sur Zoom. Alors, je suis moins à l'aise avec Teams, mais je pense que je ne suis pas trop mal. Il Ça se devrait passe bien. apparaître. Ça se passe bien, hein? Oui. Bon, on va par contre bouger. C'est pas celle-là. On va l'avoir. Ouais. Alors, que disent les hommes rencontrés sur leur vie en solo? Alors, là aussi, c'est des hommes avec des réalités diversifiées, célibataires, divorcés, séparés, veufs, tout ça. Des hommes, certains habitent en solo depuis très longtemps, des fois toute leur vie même, et d'autres depuis récemment, tout ça. Et pourquoi je vous présente cette étude-là? Parce que cette étude-là nous a permis d'aller chercher des expériences de vulnérabilité particulières aux hommes. Et comme vous êtes intéressé à rejoindre des hommes qui sont aussi en situation de vulnérabilité, je voulais vous en parler. Bon, d'abord, vous dire que les principaux constats de cette étude-là, c'est d'abord que pour les hommes rencontrés, euh, l'expérience et la représentation du vieillir seul est beaucoup plus négative que pour les hommes, que pour la majorité des femmes, qui, elles, associent le vieillir seul très clairement davantage à de la liberté puis de l'autonomie. Tu sais, il y a une femme qui va nous dire clairement, là, la zapette, en parlant du télécommande, maintenant, c'est moi qui le tiens, je bois mon lait comme ça me plaît. Il y a comme enfin, un temps à elle de ces femmes qui se sont souvent occupées de la famille, de toutes, et qui sont étonnées d'une certaine autonomie qui gagne, et tout ça par le fait de vieillir seul. Ce qui est beaucoup moins évident chez les hommes. Le discours est euh, beaucoup plus négatif par rapport à l'expérience du vieillir seul. L'autre chose aussi, c'est que l'isolement social, le fait d'avoir un réseau social qui est à peu près absent ou limité ou peu présent, puis tout ça, c'était euh, plus souvent le fait d'hommes que de femmes. Les femmes âgées étant souvent plus habiles socialement, c'est elles qui tissaient souvent les liens sociaux, organisaient les familles, les parties, les liens. Donc, les hommes ont souvent, surtout de ces générations plus âgées, développé moins d'habiletés sociales. Donc, ça teinte leur réseau social qui est souvent un peu moins étendu, tout ça. Mais l'isolement social posait vraiment un problème dans les périodes de transition. C'est-à-dire que le fait que tu as un faible réseau social, c'est quand arrive un deuil, un déménagement, une épreuve, une perte d'autonomie, quand tu tombes malade, que cet isolement-là pose vraiment un problème aux hommes qui avaient peu ou pas de ressources ou qui finalement ne savaient pas comment aller les chercher pour rebondir. Alors, ça, pourquoi je vous en parle? Parce que ça nous a semblé une vulnérabilité particulière des hommes plus isolés, qui vivent seuls et qui sont isolés. C'est leur vulnérabilité face aux périodes de stress ou de transition dans leur vie. Ils n'ont pas le réseau social pour les soutenir, puis ils n'ont pas nécessairement les habiletés ou les connaissances, ils n'ont pas développé pour savoir comment aller les chercher.
Comment on savait ça? Ben, dans l'entrevue, on leur demandait de nous parler de leur parcours résidentiel, ça fait combien de temps qu'ils vivent seuls, nous parler comment ça se passe. Puis on avait quelques mises en situation. Bon, par exemple, vous vous levez, vous filez pas, vous faites de la fièvre, il n'y a rien dans le frigo. Qu'est-ce que vous faites dans ce temps-là? Tu sais, donc, à partir de capsules comme ça, on essayait de voir les expériences. Les hommes âgés qui vivent seuls, qu'on a rencontrés et qui étaient fortement isolés ou qui disaient vraiment avoir personne, là, parce qu'on en a vraiment eu, qui n'avaient personne sur qui compter, étaient surtout ou avaient les caractéristiques suivantes. Il s'agit d'hommes célibataires qui, pour la plupart, avaient des problèmes de santé mentale ou des parcours avec des problèmes de santé mentale et aussi des périodes de travail, non-travail importants, tout ça. Fait que les hommes qui vivent seuls, qui sont célibataires et qui ont des problèmes de santé mentale ont souvent des ruptures avec leurs enfants et avec leur famille où se retrouvent. Alors, on a vu des hommes vraiment très, 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 très isolés dans des conditions très précaires de vie, là, puis de salubrité douteuse, tout ça. Puis il faut dire que dans cette étude-là, on a aussi passé par certains organismes parce que c'est toujours difficile de recruter des hommes très âgés qui présentent quelques profils de santé mentale. Donc, cette fois-ci, on les a inclus dans notre échantillon. Ce que j'aimerais vous dire, c'est que l'expérience de la solitude est très diversifiée. Alors, on parle souvent de la solitude, mais nous, dans nos écrits puis dans nos propos, on parle maintenant beaucoup plus des solitudes. C'est que la solitude, ou plutôt les solitudes, va varier dans le temps. Certains vont s'ennuyer plus le soir, certains c'est la fin de semaine, d'autres c'est l'hiver. Et c'est beaucoup lié à leurs circonstances ou à leur histoire personnelle, dans la mesure où ceux qui avaient une grande famille, puis qui allaient en vacances au chalet avec leur gang, ben pour eux, les vacances d'été, c'est une période où ils subissent beaucoup de solitude. Ou par exemple, la période des fêtes. D'autres, ben s'ils travaillaient le soir ou qui étaient dans des lignes de pitage ou sur les, tu sais, ben, ils vont s'ennuyer des périodes où ils travaillaient activement, physiquement, tout ça. Donc, c'est des solitudes multiples. Donc, il faut faire attention dans notre façon où parfois on associe vieillir pour les hommes, c'est être tout seul, isolé, puis souffrir de solitude. C'est beaucoup plus pluriel et complexe que ça. Et il faut aussi distinguer entre ce qui peut être des solitudes familiales, s'ennuyer de nos enfants, de nos petits-enfants dont on est coupé ou qui sont à l'étranger, ou une, une solitude affective, amoureuse, sexuelle, dont souffrent beaucoup les hommes seuls, ça ils nous en ont parlé, une solitude sociale existentielle. En fait, ce que je veux vous dire, c'est que toutes ces réalités-là se conjuguent, mais que la solitude, elle devient vraiment souffrante, et je dirais même détresse, quand elle est accompagnée d'un sentiment lourd d'ennui et de vide persistant. Et que, en parallèle, on est dans des contextes socio-économiques précaires puis de santé précaire. Alors, quand je vous parle d'intersectionnalité, ben, mes études viennent mettre des mots sur ce que vous savez ou que vous vivez. C'est quand il y a un croisement de multiples réalités, de vivre seul, mais d'être isolé, mais aussi plus seul dans des conditions socio-économiques précaires avec des parcours de santé mentale, de dépression, de problèmes de consommation et qui limitent inévitablement les capacités de faire face euh, au quotidien et aussi de faire face à la solitude et de savoir et de mettre en place des stratégies pour l'apaiser. Je veux juste vous donner 3 images parce que là, je vous ai parlé de beaucoup de réalités, mais je veux que vous mettiez de l'humanité ou des images. Alors, j'ai choisi 3 portraits d'hommes esselés qu'on a rencontrés. Et évidemment, dans les résultats de notre recherche, Vieillir et vivre seul, là, vous allez en trouver plusieurs portraits, puis vous allez avoir toutes les nuances de ce que j'ai dit. Vous pourrez avoir accès au rapport. Là. Je pense que le site de la chaire est encore disponible. Ce rapport-là est en ligne. Mais par exemple,
Je pourrais vous parler de Monsieur T. Alors, on leur a donné des prénoms, 88 ans, qui est un homme né au Vietnam, qui a un parcours migratoire, qui est arrivé au Québec par réunification familiale. C'est un veuf depuis 50 ans. Il a 4 enfants, dont 3 enfants qui vivent au Québec. Donc, a priori, il y a 3 enfants très près de lui, hein, au Québec, tout ça. Et ça fait 35 ans qu'il vit en solo. Là. Fait que c'est des gens qui ont de l'expérience de la vie en solo. Hein. Déjà, ça teinte le regard. Mais ce qui est particulier chez cet homme-là, c'est qu'il y a une profonde solitude, et je dirais même une solitude existentielle, qui est inscrite dans un deuil qui est non résolu de sa conjointe. Et juste pour vous montrer comment on sent dans cette entrevue-là, comment on sent la nostalgie quand il parle de sa femme décédée, et même si ça fait plus de 50 ans, il ressent une solitude profonde, amoureuse, mais existentielle. Et lui dit, et c'est ses mots, il parlait quand même assez bien français, Monsieur T. Je me sens seul à l'intérieur. Je garderai toujours l'image de ma femme dans mon cœur. La solitude, je dois la supporter toute ma vie. Il n'y a pas d'autre solution. Comment faire? Il faut supporter. Cet homme-là, finalement, est vraiment dans une grande détresse et a même parlé d'aide médicale à mourir. Mais il sait que dans nos lois, c'est pas possible pour lui. Puis on sait que dans la communauté vietnamienne, les gens sont très respectueux des lois. Mais c'est un homme avec un profil de profonde détresse qui n'est pas connu, et qui va toujours être difficile à rejoindre par sa réalité, son parcours. Fait que vous voyez, je voulais vous illustrer cette réalité-là. Je vais vous parler, puis un monsieur qui n'avait pas vraiment de difficultés financières, puis tout ça, là, par exemple. Monsieur Gédéon, 88 ans, lui aussi, c'est un hasard. Monsieur Gédéon, c'est un célibataire sans enfant. Depuis un certain temps, avant notre entrevue, il perdait beaucoup de poids et il fait des chutes fréquentes, des chutes dans l'escalier, des chutes dehors quand il sort. Il est connu du CLSC, il semble avoir un certain lien. C'est un homme qui vit seul depuis plus de 60 ans. Ça, c'est des gens qui ont une très, très longue vie en solo, dont 34 ans dans le même petit logement, très délabré, très, très pauvre, limite salubre. Et d'ailleurs, il vit dans un bloc qui est en rénovation. On a évincé des locataires, mais lui, il ne veut pas partir. Il ne sait pas où aller. Il est complètement, complètement au dépourvu par le fait qu'il faut qu'il déménage, puis il ne veut pas. Cet homme-là, très pauvre, a une solitude logée dans la pauvreté et un très grand isolement social. Sa famille vient de la Basse-Côte-Nord. Il est seul à Montréal, même s'il vit depuis longtemps. Gédéon, c'est un homme, là, pour apaiser sa solitude, pour vous montrer la stratégie qu'il met en place, parce qu'il est très pauvre. Il prend le métro à Montréal. C'est gratuit maintenant pour les personnes de 65 ans et plus. Donc, il prend le métro, puis il se rend dans un centre d'achat quelconque, puis il va marcher, puis il va dans les magasins parce qu'il dit que les gens dans les magasins, ils sont obligés d'y parler, puis d'être polis avec lui, puis y parler. Fait que c'est une façon. Mais on sait, il sent très bien qu'ils dérangent, puis qu'ils ne veulent pas trop y parler, puis tout ça. Alors, dans son propos, là, quand on parle de très grand isolement social et de solitude, c'est un homme aussi qui est connu pour avoir un certain parcours de santé mentale. Euh, Nous, dans l'étude, on demandait aux hommes de nommer est-ce que vous avez des problèmes de santé. Nous, on ne posait pas de questions, le checklist, est-ce que vous faites ci, vous faites ça. C'est volontaire parce qu'on avait une approche où on part de leur point de vue à eux. Mais tous les hommes qu'on a rencontrés dans cette étude sur le vivre seul ont dit qu'ils avaient des difficultés de santé, alors que ce n'était pas le cas de toutes les femmes qu'on a rencontrées. Donc, Gédéon, c'est lui qui a nommé ses problèmes de santé et ses problèmes de santé mentale. Il y a un monsieur aussi qui nous avait dit qu'il était limité intellectuellement. Enfin, je vais vous parler de M. Jules, 82 ans, qui est un célibataire sans enfant aussi, qui lui souffre d'arthrose assez sévère et d'asthme, qui a un soutien financier de sa sœur. Alors, il y a des configurations familiales où il y a des hommes qui ont du soutien aussi, qui est donc un homme qui a une situation très modeste, mais qui est soutenu par sa sœur, qui vit seul depuis 37 ans. C'est vraiment un solitaire intello, Monsieur Jules. Monsieur Jules, il nous disait, écoutez, moi, j'aime mieux être avec un bon livre qu'avec des gens qui m'ennuient.
C'est un homme qui sortait très peu, vit dans une résidence pour personnes âgées, mais il ne se mélange pas. Puis il avait même un peu un propos un peu méprisant pour les gens qui ne trouvent pas très intéressant ou ennuyant, qui parlent juste de le problème. Donc, Jules, c'est un homme isolé, c'est un homme, mais qui n'était pas souffrant là-dedans, tout ça, puis qui avait des problèmes de santé, mais dont il y avait quand même un petit filet de protection. C'était le cas pour certains hommes, par exemple, dont les sœurs apportaient des repas, etc. Alors là, je vois, oh, il nous reste un 10 minutes de discussion. Alors, à partir de ces résultats-là, euh, il y avait des questions qui m'avaient été posées. Je ne sais pas si vous voulez, comment vous voulez faire ça vous-même, aborder, ou moi, je me suis mis quelques notes. Mais sur la particularité et les signes de détresse des hommes vieillissants, est-ce qu'il y a des populations, des groupes plus vulnérables où les inégalités sociales des hommes sont plus prégnantes? Euh, je vous dirais définitivement oui. Euh, je dirais que les hommes qui vivent seuls et qui vivent un isolement social, qui ont peu de réseau social et auxquels s'ajoutent des facteurs de vulnérabilité comme de pauvreté, de parcours migratoire difficile, tout ça, sont dans des positions particulièrement vulnérables. Alors, je parlerai des hommes de 80 ans et plus qui vivent seuls, qui sont sans enfants et qui sont plus isolés et vivent soit des problèmes de santé, des parcours difficiles. Ces hommes-là constituent un groupe particulier de nos sociétés et ils ne sont pas minoritaires, là. C'est nouveau dans notre société qu'on a autant de concitoyens de 80 ans et plus. Et ces hommes-là vivent de l'exclusion sociale très forte. Et là, ils ont, tu sais, et ceux-là m'inquiètent plus parce que on les rejoint peu et ils sont un peu en parallèle de nos réseaux. Quand ils arrivent, c'est souvent par une crise cardiaque en urgence ou en tout cas. Il me semble que ceux-là sont plus importants et on parlera après de prévention, tout ça, mais il me semble que c'est ceux-là. Je ne sais pas qu'est-ce que vous en pensez ou qu'est-ce qui fait écho à vos réalités ou quelles réflexions vous posent ces premiers résultats-là de recherche que je vous ai un peu lancés comme ça Ben, avec merci un... beaucoup. Très Ouais, intéressant. Je pense que c'est ça. Il y a eu une seule question de clavardage pendant votre présentation que je vous ai partagée. Et suite à ça, il y a aussi Philippe Roy qui travaille justement sur les hommes dans le contexte rural et tout ça, qui a oui. aussi pris la balle au bon pour partager là, une belle référence. Alors, Alors, peut-être dire aussi la perte du char, hein, dans le rapport au corps, aux pertes de capacité, la perte du char, de la conduite automobile, ça, c'est documenté, hein. C'est un moment charnière, là. C'est une épreuve. Et là, on comprend combien en milieu rural, mais autant pour les hommes que pour les femmes, là. Les femmes, c'est quand leur mari perd le, le permis ou elle. Mais ça, c'est un événement important dans l'isolement des hommes âgés. fait que j'inviterais il y a une soixantaine de participants. Oh! Fait que si vous voulez justement lever la main, je vais autoriser votre micro pour profiter là, du moment de discussion avec notre conférencière. Si vous avez des enjeux techniques, vous pouvez aussi écrire là, dans le clavardage, mais c'est quand même plus sympathique avec la caméra et le micro. Je peux peut-être poursuivre aussi sur les stratégies, puis après on l'ouvrira, parce que là, je vous ai dit des hommes que je trouve plus à risque. Après ça, vous m'avez demandé un peu, ben, l'impact de la pandémie sur les hommes âgés, ben, je ne peux pas commenter d'une façon particulière parce qu'on n'a pas d'études spécifiques qui nous permettent de le savoir. Là, fait qu'on pense que c'est un peu le même impact, mais vous imaginez qu'avec ce que j'ai dit sur les facteurs de vulnérabilité à l'isolement social et tout ça, ben, il y a quelque chose de particulier là. Mais ce que j'aimerais amener, c'est ben, est-ce qu'il y a des problèmes à prioriser, des problèmes de santé ou des campagnes de santé publique, ou qu'est-ce qu'on peut faire en intervention pour avoir quelque chose de positif, tout ça? Ben oui, moi j'en ai des pistes d'intervention qui me semblent prometteuses.
La première, c'est que, bon, je ne suis pas une spécialiste en santé, vous le savez, je suis une fille avec un angle social, mais je pense que la première chose qu'il faut faire, c'est de remettre à l'avant-scène le droit de vieillir. OK, on est dans une société qui est omnubilée par la performance, le rester jeune, le jeunisme, l'anti-vieillissement, l'anti-vieux quasiment. Les gens vont même dire, faut vieillir sans être vieux. Tu sais, c'est quoi ça? Euh, et les gens se vantent de ne pas avoir l'air vieux. Les femmes aussi s'en distinguent beaucoup, puis les hommes trouvent d'autres façons de le faire. Euh, vous diriez pas à quelqu'un, par exemple, à une collègue lesbienne, mon Dieu, que tu n'as pas l'air lesbienne, puis elle va te dire merci. C'est quoi de dire à quelqu'un, mon Dieu, vous n'avez paraissez pas votre âge, puis que c'est un con. Vous voyez un peu ce que je veux dire, c'est que c'est un marqueur identitaire comme un autre, qui a le droit d'être, et il faut absolument remettre le droit de vieillir, puis de faire des campagnes de sensibilisation pour montrer multiples visages du vieillissement, avec des pertes, sans pertes, parce qu'on n'est pas que ces pertes-là, puis tout ça. Je pense qu'il manque de modèles d'hommes vieillissants dans les médias, dans les publicités, dans la santé. C'est comme si le réseau de la santé des services sociaux, pourtant, on sait qu'on traite surtout des personnes âgées qui sont plus sujets à avoir des problèmes de santé, mais on les voit peu ou on le redit peu, ou quand ils sont là, ben, on nomme, ah ben les lits sont occupés par des personnes âgées. Vous voyez comment ça accentue le discours qu'il ne faut pas vieillir. Ben oui, les lits sont occupés par des personnes âgées. Je veux dire, en vieillissant, on a plus de problèmes de santé. Tu sais, voyez-vous? Alors, il y a quelque chose de pervers. Donc, ça, c'est mon discours plus contre l'âgisme ambiant, mais aussi contre le sexisme. Donc, je pense qu'il faut d'abord rejoindre les hommes en valorisant les expériences plurielles du vieillissant, en montrant des modèles. C'est d'ailleurs ce qu'avait demandé le comité des hommes âgés, qui avait organisé une activité juste pour les hommes, qui avait invité, je me souviens à ce moment-là, c'était M. Béliveau, Jean Béliveau, qui est un homme très investi auprès des jeunes, puis qui est un modèle positif de vieillissement, qui parlait d'ailleurs de ses problèmes un peu d'eau puis de corps après avoir fait sa carrière. Donc, mais bon, c'est pas obligé d'être une si grande vedette, mais il y en a plein des modèles intéressants. Puis pour intervenir auprès des hommes, ben, il va falloir sortir de nos habitudes, il va falloir aller au McDo le matin, parce que c'est souvent un lieu où les hommes se retrouvent pour parler, prendre un café, parce que le café n'est pas cher au McDo puis au Tim Hortons. Il va falloir aller faire des alliances avec les gens des proximités, les barbiers, le dépanneur où vont les hommes, pour pouvoir faire du dépistage, puis essayer de pouvoir avoir des gens qui sont des passerelles pour rejoindre ou dire aux hommes de ne pas hésiter, parce qu'eux, ils vont le savoir quand ils vont aller moins bien. Ils vont le voir quand arrive cet événement-là perturbateur, là, ce deuil, cette détresse ce quotidien qui peut virer en détresse, ben, le dépanneur du coin qui voit Monsieur Gédéon ou Monsieur Untel, il sent, ou ça fait plusieurs jours qu'il ne l'a pas vu. Ça, c'est des moyens d'intervenir qui sont importants. On parle de travail de rue, mais il y a plusieurs façons d'intervenir. En fait, ce qui est important pour moi de vous dire, que je l'ai vu dans les interventions, comme quand on a fait la campagne de sensibilisation à la maltraitance, la Ligue aide abus aînés, on est allé chercher Yvon Deschamps. Et les gens ont vu que quelqu'un, un homme qui fait assez l'unanimité, qui est populaire, on voyait dans la publicité qu'il pouvait lui-même être victime de maltraitance. On voyait que tout à coup, il se fragilisait avec le temps, puis que personne n'est à l'abri de ça. Alors, remettre des modèles, ça peut être ça aussi, utiliser des gens auxquels les hommes s'associent et qui s'identifient. Parce que pour moi, l'injonction à performer là, tout au long de notre vie, puis à rester jeune, puis à mobiliser des énergies, tout ça, elle peut être positive, mais elle a vraiment des effets pervers, encore plus chez les hommes rencontrés. Et pour moi, c'est incontournable, ça, à comprendre quand on veut mieux les rejoindre. Puis il faut comprendre à quel point que pour eux, la perte du travail de ce corps-là, en fait, ça vient toucher leur identité même. Et surtout, à quel point aussi ça fait en sorte qu'il y a un frein au fait de nommer leur vulnérabilité, leur fragilité,
Puis évidemment, quand arrivent les épreuves, leur difficulté à aller chercher de l'aide. Vous le savez, vous êtes beaucoup plus spécialiste que moi sur les hommes et leur rapport aux services de santé, services sociaux, mais c'est encore plus fort chez les très âgés, qui sont encore plus teintés tout au long de leur vie par les normes de genre. Et c'est pas eux qui se sont occupés de la santé de leur famille. Alors tout ça entre en scène et devient plus important quand la maladie arrive, les pertes cognitives qui sont un peu presque inévitables en vieillissant, puis la diminution du capital financier, tout ça. Alors voilà. Ben, Donc, merci. préparer notre système à cette présence-là qui va continuer. Là. C'est le groupe qui va plus augmenter dans la population, c'est les hommes de 85 ans et plus. Merci pour le complément. Prévention, promotion, reaching out, je pense que c'est merci. On a 3 mains levées, alors je commencerai avec Théodore Lewatt. Vous pouvez ouvrir votre micro, hein. Oui, puis on peut arrêter le PowerPoint peut-être? Parfait. Je vais pouvoir Euh, vous voir un peu plus. oui, bonjour et merci Madame Carpentier pour votre belle présentation. C'est quelque chose qu'on a tendance à négliger un peu effectivement dans nos communautés, les personnes âgées et particulièrement les hommes. Parce que vous avez bien décrit dans votre exposé, généralement les hommes ont la difficulté à mieux vieillir que les femmes parce que les femmes, elles se prennent en charge toute la vie. Et généralement, c'est elles qui sont comme la coéquipière qui prend une partie de la vie de l'homme en charge. Et ça fait que pour certains qui vont vieillir en gardant cette structure mentale, ça peut donc ne pas développer certaines réflexions. Et ça fait que ça devient difficile à devoir se réadapter, mais se réapproprier certaines tâches en vieillissant. Mais je voulais suggérer, parce que moi, j'ai travaillé pendant 5 ans dans le service de sécurité ici à Québec. Et j'avais eu dans mes activités à travailler dans des services d'encadrement des personnes âgées. J'avais remarqué qu'on les laissait entre elles et ça fait qu'elles s'ennuyaient beaucoup. Et moi, j'avais pensé, je m'étais posé la question de savoir, mais pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas faire un jumelage entre ces personnes vieillissantes qui peuvent être mises en contact avec les enfants dans les garderies? Parce que, voyez-vous, quand un papy ou une mamie voit son petit-fils avec qui elle va jouer, ça la ravive, ça lui donne beaucoup de joie. Et je me posais la question de savoir, mais pourquoi on ne penserait pas justement pour réduire la pression même sur les services sociaux, de garderie et tout, de voir comment développer ce service où à un certain moment, on peut switcher pour libérer un peu les gardiennes dans des structures bien précises, de faire jumeler les enfants avec les papis, ça permet de créer un certain moment de chaleur, de Oui. partage, surtout Oui. pour les personnes isolées qui, vous imaginez, qui n'ont même pas eu d'enfants. Donc, Ben, merci beaucoup pour votre question. Puis ça, souvent, ça nous est posé. En fait, ce que je vous dirais, c'est que oui, il y a des pratiques, des initiatives qui peuvent être intéressantes, mais ce qu'on a tendance à faire, et là, il faudra lire notre rapport, mais c'est quand on fait face au phénomène plus de l'habiter seul, l'isolement social, solitude, qu'on met souvent dans le même bain, on a tendance à vouloir mettre des relations, à imposer des relations comme étant la réponse. OK? Alors, ce que je vous dirais, c'est que l'expérience du vieillissement, parce que j'ai essayé de vous montrer, elle est teintée par le parcours des gens. Alors, oui, il y a des gens qui pourraient aimer ça, aller donner du temps dans une garderie ou tout ça, mais il y en a d'autres que non. Je veux dire, à un moment donné, après 85 ans, ça nous tombe ses nerfs, les petits-enfants. Les gens nous disent, ça fait du bruit, ça crie. Tu sais, c'est qu'on a tendance à... Il faut trouver des réponses multiples, mais surtout avec les principaux concernés, parce que dans nos yeux de jeunes vieux, on a tendance à imposer notre regard. Et ce n'est pas nécessairement ça que les gens veulent. Alors, vous me voyez, alors, je vous dirais que oui, c'est très joli, puis ça peut être une bonne réponse pour certains, mais certainement pas pour tous. Et il y en a plusieurs que ce n'est pas ça la réponse qu'ils cherchent. Et souvent, les études ont montré que c'est surtout des amitiés entre pairs où tu partages des réalités qui font souvent plus sens que d'avoir un jeune bénévole qui vient nous visiter chez vous. C'est cute, c'est le fun, mais moi, j'ai 64 ans, là, puis
voir mes petites filles, puis ça, je les adore, là, mais présentement, c'est pas ça que j'ai le goût de faire de mon temps, là. Vous voyez? Alors, ouais, c'est ça le danger, c'est qu'on a tendance, puis c'est charmant aussi. Puis vous parliez des hommes, j'ai pas abordé le rapport au conjoint, à la conjointe, ni au rapport à la société. J'ai parlé des hommes plus dans le rapport au vieillissement, au corps, tout ça. Il fallait que je fasse des choix. Mais je veux juste vous dire que le fait, vous disiez que les femmes s'affranchissaient, profitaient de la se reconfiguraient. Hein, il y a une reconfiguration de soi en vieillissant. D'ailleurs, on le voit, elles sont belles, elles sont souvent sexy. Il y a des hommes qui sont très beaux, il y a différentes façons de vieillir. Mais ça confronte aussi les hommes de voir leurs femmes qui tout à coup veulent sortir plus, faire des choses, alors que c'est pas la même façon nécessairement là. Il y a tout un pan sur le rapport aux autres, puis souvent ils trouvent que ben, c'est pas facile. Puis souvent, ils minimisent. Ils disent, ah, pour mes femmes, ma femme, c'est pas pareil vieillir. Pour elle, ça. Parce que ça a l'air plus facile ou qui sont plus assumées. Je pense qu'elles assument plus leur vieillissement. Ou en tout cas, le fait d'avoir peut-être été davantage victime de sexisme, tout ça, fait puis de début d'agisme très tôt, parce que les femmes le vivent souvent à 40 ans, une certaine 40-50 ans, peut-être que ça les prépare un peu plus. Merci quand même, la question est très pertinente. Merci beaucoup, madame. Merci. Est-ce que vous êtes à l'aise? Est-ce qu'on prenne le temps de prendre les 2 dernières mains? Bien sûr. Parfait. Alors, il y a Marilyn Gérard Pépin. Vous pouvez ouvrir votre micro. Oui, bonjour, vous m'entendez bien? Très bien, Marilyn. Oui, donc moi, dans mon ancien travail, en fait, j'animais des groupes de soutien pour personnes proches aidantes endeuillées. Puis je me souviens, à mon premier groupe, il y avait seulement un homme. Puis justement, tu sais, ça a vraiment été un beau succès. L'atelier, justement, tu sais, la personne a passé à travers toutes les rencontres, était très reconnaissante. Puis j'ai pris le temps de regarder avec lui tu sais, justement, par rapport à notre matériel de promotion pour ces groupes-là, ce qu'il en pensait, est-ce qu'il y a d'autres mots qu'on pourrait utiliser pour aller chercher plus les hommes, etc. Puis lui aussi, ça lui a tellement fait du bien, puis il était tellement reconnaissant d'avoir eu un espace sécurisant pour pouvoir s'ouvrir et partager. Puis ça avait été mentionné qu'il y avait eu une éducation qui s'avait fait dire que les hommes, ça pleurait pas, ça devait garder ça pour soi, etc. Puis il s'est même fait juger, je me souviens, par des gens de son entourage. Il s'est fait dire, ah, ben qu'est-ce que tu fais? Tu t'en vas pleurer en gang, etc. Puis après ça, tu sais, il a persévéré, puis à la fin, il était même devenu un agent multiplicateur. Il passait le mot dans la communauté de cette ville-là. Puis ça a vraiment fait boule de neige ensuite. Puis j'ai pris ses recommandations aussi. Puis il y a eu de plus en plus d'hommes, en fait, qui sont inscrits puis qui ont participé au groupe là, par la suite. Donc, je trouvais ça intéressant à mentionner, là. Merci pour votre présentation aussi. Merci, très beau témoignage, hein, comme quoi c'est effectivement très possible, puis tout ça. Puis je ne sais pas si dans nos pratiques, il faut réfléchir. On a longtemps avec les femmes, puis dans les pratiques auprès des femmes, on a dit qu'il faut réunir les femmes ensemble, tu sais, leur donner d'abord qu'elles s'approprient leur parole. Moi, j'ai fait c'est mon domaine, les femmes et le vieillissement, plus que celui des hommes et du vieillissement, là. Fait que j'osais quand même modestement vous présenter mes résultats, mais on avait mis avec nos résultats un groupe pour et par les pairs qui s'appelle Ridées mais pas fanées. C'est les femmes qui avaient trouvé le nom, c'est pas moi. Ridées mais pas fanées. Et c'est un groupe d'une rencontre entre pairs sur le vieillissement, le rapport aux autres, puis qu'est-ce qu'ils voulaient être comme femmes en avançant en âge, leur rapport aux petits-enfants, l'affirmation. Et ça fait boule de neige. C'est un groupe qui est fait aussi avec l'Association des retraités de l'enseignement du Québec, la Fédération des femmes du Québec. Puis je me dis, j'ai comme l'impression qu'il y a comme un besoin aussi chez les hommes de s'asseoir ensemble. Puis ça, mais c'est pas facile à faire. Puis je vous disais, le comité des hommes âgés que j'avais mis sur pied, écoute, c'est en 83, là. Ce qu'ils ont voulu, c'est au centre communautaire, c'est qu'on installe une salle avec une table de billard. Ça a été la meilleure chose qu'on a fait parce que les hommes ne venaient pas suffisamment au centre communautaire, qui est un centre pour et par les hommes. Et là, ça faisait un lieu informel où ils venaient jouer, puis c'était leur façon. Puis, ils ont organisé l'activité que je vous ai dit avec Jean Béliveau, un joueur de hockey. On a eu une commandite de bière. C'était
un succès monstre, mais c'était uniquement des hommes. Et moi, comme intervenante, j'ai été un peu confrontée. Je me dis, coudonc, on est en train de recréer les tavernes d'autrefois, puis ça. Mais j'ai été jusqu'au bout de l'affaire. C'était leur projet, puis c'était leur comité, puis l'idée. Et d'ailleurs, c'est intéressant, ils me traitaient un peu comme une secrétaire de réunion. Et non pas comme une professionnelle. J'étais jeune aussi, là, j'avais 23 ans, mais dans le rapport. Mais il y a quelque chose, puis oui, les intégrer dans des projets, puis oui, il y a beaucoup d'hommes aidants et ils sont incroyablement investis. Puis il y a des écrits, des recherches sur l'approche aidance chez les hommes âgés, tout ça. Il y a même des hommes qui sont séparés, divorcés et qui prennent soin de leur ex qui est malade, qui est plus seul, là. Il y a des ponts de solidarité, puis il y a de l'entraide, là. Il y a vraiment des choses. Oui, ben, je trouve ça important de dire ça, mais là encore, je pense qu'il faut essayer des choses puis être un peu plus innovant. Je suis d'accord avec toi, leur donner des opportunités. Merci beaucoup. Et la dernière question, c'est de Gilles Tremblay. Oui, bonjour. Alors, merci beaucoup, Michel. C'est excellente présentation, très intéressant. J'ai juste rajouté peut-être dans une autre étude aussi que j'avais vue toute l'importance d'autonomie chez les hommes âgés et de ne pas se sentir qu'on leur impose de quoi, alors que souvent, ça va dans le sens du l'âgisme que tu parlais avec les personnes âgées. Des fois, on a tendance, les enfants, des personnes âgées ou le personnel hospitalier ou de santé ou autre, d'imposer des choses, alors qu'au contraire, les hommes, ça les rebiffe encore plus quand on veut leur imposer de quoi. Ils ont vraiment besoin de sentir qu'ils sont en contrôle d'eux-mêmes et qu'on respecte leur autonomie. Et c'est beaucoup mieux de partir des forces et ce qu'ils sont capables de faire pour travailler en collaboration avec eux et non pas d'imposer. Et ça, je pense que c'est bien important aussi. C'est juste un complément par rapport à ce que tu as avancé. Mais Oh non, merci puis encore beaucoup. merci Gilles, tout à fait, tout à fait. Puis surtout que vous avez compris que leur volonté de performer leur masculinité, tout ça, c'est justement pour contrecarrer cette attitude âgiste, puis de montrer qu'ils sont encore capables, je suis encore pas mal capable pour mon âge. C'est essentiel. Ça, c'est un principe de base en géronto. Puis c'est un peu ça que je vous dis dans l'intervention aussi, puis dans notre façon, ben, faut pas oublier, là, moi, je parle toujours de citoyens âgés, là. Tu sais, et pas les traiter comme des gens minorisés ou il y a beaucoup la petite madame là, mais il y a une tendance au petit monsieur après 85 ans là, tout à fait, à éviter complètement puis restituer ces hommes-là dans l'importance du travail, leur statut puis ce qu'ils sont, puis c'est une des façons d'entrer en contact avec eux d'ailleurs, tu sais. J'ai vu que vous faisiez ça dans petite anecdote très touchante d'un monsieur de 89 ans qui travaillait à l'Hydro, qui a participé à l'étude. Puis durant l'entrevue, puis tout ça, écoutez, 89 ans, ça faisait longtemps qu'il était retraité de l'Hydro, là. Il nous a raconté en détail, heure par heure, presque la dernière journée de travail. Puis là, il a dit, là, les gars, ils ont dit, mettons, Léo, là, regarde, il est trop, tu sais, il est 4h moins 20, là, tu peux t'en aller, là, c'est ta dernière journée. Après, tu sais, il avait donné toute sa carrière, puis il était fier de nous dire que non, il avait tenu jusqu'à 4h parce que l'éthique du travail, tout ça. Alors, ce que je veux dire, c'est les personnes en avançant en âge, ils ont tout leur parcours, puis ce qu'ils sont, puis leur personnalité, là. Fait qu'il faut garder cette pluralité-là dans notre intervention. Tout ça, on a tendance à voir que le vieux avec de l'arthrose ou une perte cognitive ou mêlée. Il ne faut vraiment pas. Il faut restituer la personne dans son entièreté comme citoyen à part entière. Ça, c'est le message clé, en tout cas. Merci, Gilles, de me permettre de le redire. Merci vraiment beaucoup pour votre générosité, le temps que vous avez pris, comment vous avez vulgarisé, comment vous avez fait parler ces données qualitatives-là. Je pense que c'est très riche. Il y a plein de beaux mots aussi là, dans le clavardage que je vous laisserai lire. Les gens ont vraiment apprécié. Non, je ne les vois pas. Comment je vois le clavardage? Je clique sur conversation, c'est ça? Oui, exact. Vous allez pouvoir les voir là. Merci. Pour ce qui est des participants, j'ai glissé justement dans le clavardage le lien pour le sondage d'appréciation. Fait que merci de prendre 2 minutes
pour me permettre de faire une rétroaction constructive à notre conférencière. Sinon, pour les répondants santé bien-être des hommes, dans le fond, je vais fermer l'enregistrement, on va basculer dans le moment entre-pères jusqu'à 1h30. Et aussi, on a une activité là, la semaine prochaine, alors ça va être l'activité qui va clore le 2024. Ce que je peux peut-être offrir aussi, vous me direz, Françoise, là, si c'est quelque chose d'intéressant, mais tu sais, parce qu'on perd tellement de temps à chercher et à surfer sur le web, là, je pourrais vous envoyer les rapports de recherche, c'est-à-dire le rapport de recherche vieillir et vivre seul, puis le rapport de recherche plus sur les hommes et le vieillissement, là, avec les données brutes, là, les extraits, tout ça. Il y a les articles scientifiques, mais bon, je ne vais pas vous bombarder là, de bidules scientifiques, mais je pense que s'il y a des gens qui sont intéressés, ça me fait plaisir si tu veux les faire circuler, là. C'est là pour ça, hein? Parfait. Ben oui, justement, je vais mettre ces rapports-là dans la page post-activité dont les membres de la communauté peuvent consulter. Puis sinon, toutes les gens qui ont participé aujourd'hui, je vais écrire un courriel en après-midi pour rappeler le sondage d'appréciation. Puis je vais pouvoir joindre là, les 2 rapports en pièces jointes comme ça. Même ceux qui ne sont pas membres vont pouvoir avoir accès. Fait que, un gros merci, puis je vous souhaite une belle après-midi. Merci. Bonne continuation à vous autres. Au revoir.